Nous sommes le 17 mars 2026 et notre cher ami Alastair Crooke est avec nous. Bon retour parmi nous, Alastair. Merci beaucoup. C'est toujours un plaisir d'être ici avec vous. Permettez-moi de commencer par la dernière nouvelle que nous venons d'apprendre de la part des responsables israéliens. Le ministre de la Défense d'Israël a annoncé qu'ils avaient assassiné le chef du Conseil national de sécurité iranien, Ali Larijani. Récemment, il y a eu beaucoup de rumeurs sur ce qui se passe avec Benjamin Netanyahou, toutes sortes d'histoires d'IA truquées et ce genre de choses. Mais lorsqu'il s'agit de l'assassinat de quelqu'un comme Ali Larijani, que je ne considérais pas comme un radical, il est plutôt du type réformiste, pas trop à droite, plutôt centriste. Et avec tout ce qui se passe en Israël et dans les médias israéliens, quelle est votre compréhension de cette guerre psychologique, d'une certaine manière, entre Israël et l'Iran? Eh bien, vous avez raison de le souligner. Je veux dire, j'ai vu les affirmations selon lesquelles il aurait été assassiné. Je ne sais pas si elles sont vraies. Elles n'ont pas encore, à ma connaissance, été confirmées en Iran. Mais il est possible que ce soit vrai. C'est en tout cas l'impression que j'ai, que nous devrions nous attendre à ce que ce soit le cas. Et, vous savez, c'est une voie qu'Israël suit depuis très très longtemps. Vous vous souvenez, je veux dire, les assassinats, les meurtres et les décapitations ont été leur mode opératoire de base. Et souvent, cela finit, vous savez, eh bien, je ne me souviens plus des dates exactes, mais vous vous rappellerez que le précédent chef du Hezbollah était Moussaoui, et les Israéliens étaient déterminés à le tuer, lui et d'autres membres de la direction, ceux qu'ils considéraient comme les dirigeants religieux du Hezbollah. Et qu'ont-ils obtenu au final? Ils ont fini par choisir Nasrallah, une personne intransigeante. Et je pense que ce que vous dites à propos d'Ali Larijani est tout à fait juste. Larijani est une personne très intelligente, intellectuelle et réfléchie. Ce n'est en aucun cas un extrémiste, disons plutôt centriste, plutôt que du côté militant ou le plus déterminé. Nous ne savons donc pas qui le remplacera. On parle de Kalibaf. Je ne sais pas si ce sera Kalibaf, car il y avait une différence entre ces deux nominations. Larijani était à la tête de l'ensemble du Conseil suprême de sécurité nationale. Il s'occupait donc non seulement de l'aspect militaire, qui a désormais été, si l'on peut dire, retiré des fonctions principales du Conseil de sécurité et laissé aux experts militaires sous le commandement de Kalibaf. Et Kalibaf s'occupe de la partie militaire, le volet opérationnel de la guerre, si je comprends bien, tandis que Larijani s'est chargé de la partie diplomatique, des relations avec l'Inde et de tous ces autres aspects. Alors, voudront-ils retirer Kalibaf de son rôle, qu'il a, d'après tous les témoignages, rempli très efficacement pour cela? Eh bien, peut-être. Je veux dire, on ne peut pas le dire. Mais comme je le dis, il y a toujours des conséquences inattendues dans ce genre de choses. Israël part toujours du principe que tuer des personnes qu'il considère comme non pro-israéliennes est une sorte de fonction nécessaire. Mais cela finit souvent, si l'on peut dire, par être contre-productif, même pour ses propres intérêts, sans parler de ceux de beaucoup d'autres. Mais je dois dire, vous savez, toute cette idée de simplement tuer et tuer, que quiconque est considéré comme non pro-israélien devrait être tué, est terrible. Je veux dire, et Trump a commencé à dire ce genre de choses aussi. Je trouve cela vraiment répugnant. Il a dit que les journalistes qui ne soutiennent pas Israël devraient être poursuivis pour trahison en vertu de la loi sur la trahison. Cette loi prévoit la peine de mort. Je veux dire, vont-ils vraiment dire qu'ils vont tuer des gens en Amérique qui ne soutiennent pas Israël ou qui ne sont pas entièrement derrière cette guerre? Parce qu'il y a beaucoup d'Américains qui ne soutiennent pas pleinement Israël dans cette guerre.
pas seulement quelques journalistes. Mais nous avons, vous savez, cette mentalité de exterminer ou être exterminé, qui vient d'Israël. Il faut exterminer pour ne pas être exterminé. Et bien sûr, cela n'a jamais été le calcul, ni pour l'Iran, ni pour le Hezbollah. Bien que Trump affirme que le Hezbollah et d'autres aient déclaré vouloir détruire l'élément hébraïque de cette terre, cela n'a jamais été le cas. Il s'agissait plutôt de les contraindre à renoncer à l'idée de droits spéciaux pour un groupe de population par rapport aux autres populations et groupes avec lesquels ils partagent le même territoire. C'est une perspective tout à fait différente. Et c'est ce que Hassan Nasrallah a dit à l'époque. Il s'agissait d'épuiser et de pousser Israël à un point de désespoir tel qu'il réexaminerait le sionisme et reconnaîtrait que c'était une voie erronée, celle qui cherchait à établir des droits administratifs, sécuritaires et financiers spéciaux pour un groupe de population sur un territoire occupé par d'autres peuples. Comment voyez-vous la situation autour de Netanyahou? Quelle est votre compréhension de ce qui se passe en ce moment? Nous ne l'avons pas vu lors des 2 derniers briefings de sécurité en Israël. Comment devons-nous interpréter cela? Eh bien, nous ne pouvons pas. Je veux dire, nous ne savons tout simplement pas. Il y a eu une sorte de tsunami de vidéos manifestement générées par l'IA qui ont été diffusées. Mais les diffusent-ils délibérément pour semer la confusion? Ou s'agit-il de vidéos produites par l'IA afin de dissimuler une réalité qu'ils ne veulent pas partager avec le monde? Nous n'en savons rien. Et il n'y a pas grand-chose à gagner à essayer de deviner. Nous le saurons en temps voulu. Pour l'instant, on peut examiner ces vidéos et en tirer une certaine conclusion, mais elles pourraient être erronées. L'autre chose, cependant, c'est que nous avons remarqué, d'un point de vue psychologique, un énorme changement qui s'est produit tout récemment, ces derniers jours, en Israël. Un grand changement est en train de se produire, en particulier dans la presse hébraïque, où des personnalités sérieuses affirment qu'il est temps pour Trump de faire une pause et de se retirer de cette guerre. C'est fini. Cela ne mène pas au succès. En fait, de nombreuses figures militaires ou politiques respectées qui écrivent dans la presse hébraïque disent qu'il y a eu un changement complet de ton. Et si l'on regarde la presse hébraïque au cours des derniers jours, ce qui frappe, c'est cette impression que tout le monde ne parle plus que de banalités. Vous savez, quelques détails obscurs du conflit entre les différents partis, ou des prochaines élections en Israël, ou encore de qui a dit ceci ou cela. Je veux dire, pas la guerre. Je ne dis rien à propos de l'Iran. Alors pourquoi cela? Je ne sais pas. Je ne suis pas sûr de ce que c'est, mais on dirait que quelque chose d'assez important a frappé Israël, car c'est partout dans la presse hébraïque, une sorte de sentiment que quelque chose a changé. Je ne peux pas dire en quoi cela a changé ni comment, mais je pense que c'est important et nous devrons probablement attendre pour découvrir de quoi il s'agit. Mais nous avons aussi vu des signes d'anxiété et de crise à Washington. Des gens disant que le briefing de sécurité était terrible. Je veux dire, sortir de ces briefings de sécurité classifiés à Washington et dire « Eh bien, c'est affreux ». Ils ne disent pas ce qui était affreux, mais il y a un changement de psychologie. Et je pense qu'il est vraiment important de dire, et je te le dis à toi, qui le sais déjà, qu'il y a, je crois, un changement de mentalité en Iran aussi. Les gens se sont rassemblés d'une manière qui n'existait pas depuis la Révolution. En tant que peuple, ils se sont unis. Ils sont absolument solides et déterminés, sortant dans les rues. Des personnes qui pouvaient auparavant appartenir au camp de l'opposition ont complètement changé de position.
Il n'y a pas d'opposition du type de celle de Trump. Ce genre de mouvement qui pense pouvoir, d'une manière ou d'une autre, prendre le contrôle du pays. Il y a une véritable résilience et une grande fermeté chez les gens. On peut le voir. Quelque chose se produit, une explosion retentit, des foules se rassemblent dans la rue et les gens ne bougent pas. Ils restent simplement là. Et même si, vous savez, quelqu'un dans la foule est tué, les gens restent. Pendant le ramadan, après l'iftar, après le festin, ils sont dehors dans les rues. Je pense donc qu'il y a un sentiment que les bombardements et la perte de vie civile ont en réalité renforcé l'opposition aux États-Unis et à Israël en Iran et créé une sorte d'esprit de résistance, un esprit qui a quelque chose à voir avec l'essence même de ce que signifie être iranien et faire partie de cette expérience. Et je pense que c'est un autre élément important. Je pense aussi que la psychologie change aux États-Unis d'une manière assez profonde. Nous devons essayer de comprendre ce que cela signifie. Ce n'est pas tout à fait clair, mais dans certains milieux, on sent un peu de panique dans l'air. Une panique non seulement à propos de la guerre, mais aussi de l'économie et des élections de mi-mandat. Et il y a aussi, vous savez, une question qui commence à émerger. Pourquoi sommes-nous dans cette guerre? Ce n'est pas seulement une question de prétexte. Quel était le prétexte pour lancer la guerre? Était-ce le programme nucléaire ou une affirmation selon laquelle l'Iran aurait menacé Israël, ce qui n'était pas le cas, ou qu'il aurait menacé l'Amérique, ce qui n'était pas le cas? Mais il y a quelque chose là, car on ne peut s'empêcher de se demander pourquoi Trump s'est-il engagé dans quelque chose d'aussi manifestement erroné? Why did Trump go into something so patently wrong? I mean, so patently stupid. Je veux dire, c'est tellement manifestement stupide de s'engager dans cette guerre, alors que normalement, il a plutôt de bons instincts politiques. Et vous savez, ça laisse beaucoup d'Américains, je crois, et on peut les entendre le dire, avec le sentiment qu'il y a ici quelque chose d'invisible dans cette équation. Quelque chose, une structure de pouvoir, quelque chose capable de contraindre et d'enfermer les gens dans des comportements qu'ils n'auraient peut-être pas adoptés autrement. Et donc, il y a maintenant chez les Américains ce sentiment qu'ils doivent se regarder eux-mêmes et se demander qu'est-ce que c'est exactement que cette structure? En quoi consiste-t-elle? Qui la contrôle? Parce que, vous savez, elle est invisible pour que les Américains puissent la voir. For Americans to be able to see you, it's obvious that it's there. And obvious that C'est évident que c'est là, et évident que ça dispose d'une puissance énorme derrière. Mais la question de savoir qui contrôle réellement le destin de l'Amérique devient désormais un sujet, quelque chose d'important aux États-Unis. Et puis, bien sûr, il y a les élections de mi-mandat, et ces élections provoquent une véritable panique au sein du Parti républicain. Je veux dire, ils ont tenu une réunion au Doral Golf Club, propriété de Trump en Floride, pour en discuter. Et vous savez, j'ai entendu un républicain dire « Écoutez, la plupart des gens présents à cette réunion savaient que dans l'état actuel des choses, ils ne vont pas s'en sortir. Je veux dire, la majorité ne passera pas ces élections de mi-mandat. Ils vont couler. » Ou s'ils peuvent simplement rester à flot assez longtemps, jusqu'aux élections de 2028, ils espèrent pouvoir remonter la pente. Mais il y a un véritable sentiment d'anxiété, vous savez, et ils ont l'impression d'avoir complètement perdu leur base MAGA. C'est donc un autre aspect de la guerre, en plus de celui lié à la situation économique. Parce que, je veux dire, une partie de cette guerre asymétrique que l'Iran mène, je parle ici du front militaire, a toujours été une guerre asymétrique, mais c'est aussi une guerre sur la logistique et sur la situation économique. Et il me semble que c'est cela qui effraie vraiment les gens, qu'ils ne puissent pas, qu'en réalité l'Iran contrôle le passage par le détroit d'Ormuz.
For now, it is allowing Pour certain l'instant, ships through. certains navires sont autorisés à passer. Les navires chinois traversent. Des navires indiens, et je crois un navire pakistanais, sont également passés. Mais les autres, la grande majorité, ne le peuvent pas. Et cela suscite une vive inquiétude concernant l'inflation en Occident et un ralentissement économique, voire une récession ou pire. Et cela va avoir de grandes répercussions. Cela va avoir de grandes répercussions lors des élections de mi-mandat. Les gens parlent du prix de l'essence, le prix du carburant, comme on l'appelle, en Californie à $8 le gallon. Et cela, vous savez, ils trouvent cela scandaleux. And that's, they consider that outrageous. Americans are very affected, more affected than anyone else. Les Américains sont très touchés, plus touchés que quiconque, je pense, par le prix de l'essence. Quel que soit le nom qu'on lui donne, essence ou carburant, cela a vraiment un impact sur la politique, pas seulement sur le portefeuille des gens. C'est en quelque sorte un test décisif pour la politique. Des prix élevés de l'essence équivalent à un vote contre le gouvernement en place. C'est d'une certaine manière un mécanisme presque automatique. Voici donc certains des éléments. Et ils espèrent que la Chine changerait de position, que la Chine, en raison de la fermeture du détroit d'Ormuz, participerait à un processus pour le rouvrir. Mais je pense qu'ils ont mal évalué la situation de la Chine. I think they've miscalculated on China's situation. 40% of the 40% du pétrole qui transite par le détroit d'Ormuz est allé en Chine. Pourtant, en réalité, comme la Chine est un très grand consommateur d'énergie, cela représente moins de 5% de son total. En d'autres termes, ce n'est pas une question existentielle pour la Chine. Et de toute façon, elle a rempli sa réserve stratégique avant la guerre. Contrairement à l'Amérique, elle a pris certaines précautions stratégiques. Elle a rempli ses réserves et ses pétroliers traversent le détroit d'Ormuz. Donc pour la Chine, ce n'est pas un si grand problème. Bien sûr, elle dépend du pétrole iranien, mais celui-ci circule et il continuera probablement de circuler pendant cette période. Probably continue to flow during this period. And at the same time, they are just exporting. Et en même temps, ils exportent simplement du pétrole vers l'Europe, vers l'Asie. Leurs exportations montent en flèche et ils deviennent de moins en moins dépendants du marché américain. Leurs exportations, je crois, ont augmenté de près de 20% au dernier trimestre, tandis que leurs exportations vers les États-Unis ont diminué parce que la Chine se réoriente. Cela a d'énormes conséquences, car toute l'économie, si l'on peut dire, se tourne désormais vers la Chine en raison de sa compétitivité. Elle est extrêmement compétitive d'une manière que personne en Occident, ni en Europe, ni en Amérique, ne peut égaler. Ils connaissent une déflation des prix dans les produits manufacturés, tandis que nous subissons une inflation des prix. Ainsi, la Chine n'est pas, d'après ce qui se passe à Hormuz, aussi exposée que, vous savez, Biden et Trump semblent le croire. Trump seemed to believe it is at risk. On the contrary, it's doing very well out of this. Au contraire, cette période lui est très favorable, et il est peu probable qu'elle ressente le besoin de modifier la situation sur le terrain. Car, et c'est peut-être un point sur lequel nous reviendrons plus tard, il s'agit d'un grand bouleversement géopolitique et géostratégique en cours. J'ai bien sûr mentionné la Chine et la Russie. Ce que fait l'Iran en prenant le contrôle de ces points d'étranglement et des voies maritimes du Golfe Persique, par lesquelles transite la majeure partie de l'énergie, environ 40% de l'énergie totale, je crois, circulant sur ces routes, modifie en réalité la situation géopolitique des États du Golfe, mais aussi celle d'autres pays, qu'il s'agisse du Japon, de Taïwan, de la Corée du Sud, tous beaucoup plus dépendants de cette zone, ainsi que de l'Inde et du Pakistan. And India and Pakistan. Now, Iran, for now, has been allowing Indian. Pour le moment, l'Iran permet à l'Inde de faire naviguer ses pétroliers, même si Modi est allé, en quelque sorte, donner sa bénédiction à Israël, dans une démonstration extraordinaire de subordination à Israël juste avant le début de la guerre. Cependant, l'Iran continue d'autoriser l'Inde. Je pense qu'il s'agit d'une décision politique,
non pas pour tirer parti du mauvais jugement de l'Inde, mais pour tenter de la ramener dans les BRICS, dont elle s'éloignait manifestement, vous savez, pas formellement, mais sur le plan politique. Hier, Donald Trump a déclaré qu'il avait été totalement surpris par les attaques iraniennes contre les bases américaines et contre les États arabes du Golfe Persique. Il a ajouté qu'il avait même interrogé les personnes autour de lui, y compris certaines au sein de sa propre administration, qui affirmaient toutes avoir été surprises par ces attaques et par la manière dont l'Iran avait réagi. D'un autre côté, il a dit autre chose. Il est surpris par le Royaume-Uni, par le Premier ministre britannique, qui ne souhaite pas participer au type de coalition qu'il essaie de constituer contre l'armée iranienne et les gardiens de la révolution islamique, afin d'ouvrir le détroit d'Ormuz. Et il ne s'agit pas seulement du Royaume-Uni. On entend différentes voix s'élever du côté des pays européens. Par exemple, Merz a déclaré qu'il ne s'agissait pas d'une guerre de l'OTAN. Et le ministre allemand de la Défense a affirmé qu'il n'y avait rien, absolument rien, de nature à changer la donne de la part des Européens pour aider à la situation dans le détroit d'Ormuz. C'est pourquoi il ne voit pas de raison valable pour que les Européens y participent. Et est-il vraiment surpris? Parce que ce sont des sujets dont nous parlons depuis plus d'un an, je dirais. Depuis le début de la guerre, depuis la dernière guerre, la guerre de 12 jours en juin 2025. Nous parlions de la manière dont l'Iran réagirait et de la dévastation que cela pourrait entraîner pour toute la région. Alors pourquoi cela surprend-il autant l'administration Trump et Donald Trump lui-même? Je pense que c'est parce qu'ils sont prisonniers d'une idéologie. Et quand on est captivé idéologiquement, on ne se regarde pas dans le miroir pour y voir autre chose que son propre reflet. Donc je pense que c'est ce qui s'est passé. Comme je dis, tout l'objectif de cette période, en réalité depuis la fin des années 1970, semble avoir été qu'il existe une structure de pouvoir, quelque chose qu'il n'est pas facile de voir ni de comprendre exactement, ni de savoir quel est son but ou quels sont ses intérêts. Mais nous avons eu, vous savez, après la révolution iranienne, le coup d'État de 1956, puis la Libye, la Syrie, l'Irak, l'Afghanistan, tout cela est en quelque sorte lié. S'il y a un fil conducteur, c'est que tout cela est lié à ce qu'on appelait la guerre contre le terrorisme. Et à quel point cette capacité de propagande a été incroyable quand on entend des gens tout à fait raisonnables, quelqu'un comme Tucker Carlson, décrire encore l'Iran comme un État terroriste, ce qui est tout simplement scandaleux. Mais comment, vous savez, comment, d'une certaine manière, c'est tellement peu dans son style, parce qu'il comprend le genre d'histoire qui se déroule et qui ne semble pas aller dans l'intérêt américain. Je veux dire, clairement, l'Irak ne l'était pas, l'Afghanistan ne l'était pas, toutes ces choses-là. La Libye était-elle dans l'intérêt américain? Eh bien, je suppose qu'ils ont volé l'or. Mais toutes ces choses, la Syrie était-elle dans l'intérêt américain? Vraiment? Je veux dire, qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça? Et je pense, comme je le dis, que c'est une question qui revient sans cesse, mais dont on ne permet pas la discussion. Il est assez clair qu'aux États-Unis, toute personne qui veut soulever la question de savoir pourquoi il est dans l'intérêt de l'Amérique de s'impliquer dans cette affaire est critiquée, verbalement ou autrement, pour avoir adopté une position qualifiée d'anti-américaine ou d'hostile aux intérêts nationaux. En Europe, ils ont été plus proches des conséquences de ces choses-là. Tu as mentionné Starmer, mais regarde l'un de ses prédécesseurs, Blair. Il est pourchassé partout où il va. Il ne peut pas vraiment revenir. Il a cette entreprise lucrative qui lui rapporte des millions au Moyen-Orient et ailleurs. Mais chez lui, il est traqué comme criminel de guerre pour son rôle dans la guerre en Irak.
Je veux dire, cela l'a détruit. Tu sais, il peut bien être une célébrité à Washington. He may be a celebrity in Washington. He isn't in Britain. He's on the contrary. Il n'est pas en Grande-Bretagne, bien au contraire. Donc vous savez, Starmer a vu cela et l'a compris. Et de toute façon, Starmer est fasciné par Zelensky. Je veux dire, Zelensky va être à Londres encore aujourd'hui, encore. En quelque sorte pour demander de l'argent et du soutien, parce qu'il a le sentiment que ce qui se passe avec le conflit avec l'Iran a détourné l'attention des gens de là où elle devrait être, sur lui, etc. Donc oui, vous avez raison. Je pense que les gens, vous savez, cette sorte d'élément idéologique, indéfini, caché, fait qu'ils ne sont pas capables de se voir comme les autres, les verraient et de se regarder clairement dans le miroir. Ils se perçoivent comme menant une guerre pour le pouvoir, la civilisation occidentale contre les barbares aux portes. Mais, vous savez, c'est un type de construction tellement orientaliste. Cela n'a tout simplement aucun rapport avec la réalité. C'est complètement détaché de la réalité. Je n'entends pas. Ce que nous voyons en Asie occidentale, c'est la confrontation de deux, ou peut-être trois, stratégies. La stratégie de l'Iran, celle des États-Unis et celle d'Israël. L'Iran ne semble pas avoir une stratégie de décapitation ou d'assassinat de personnes en Israël. Il vise plutôt des points stratégiques, des bases militaires, des centres de décision en Israël ou dans le Golfe Persique, ainsi que des quartiers généraux de la CIA dans la région. D'un autre côté, on constate une certaine division entre les États-Unis et Israël quant à leur stratégie. Les États-Unis souhaitent une forme de changement de régime, semblable à ce qui s'est produit au Venezuela. Donald Trump, évidemment, a évoqué son souhait de voir quelqu'un à l'intérieur de l'Iran diriger le pays de la même manière qu'il est dirigé au Venezuela. Pendant ce temps, l'État d'Israël, sous Benjamin Netanyahou et son gouvernement, veut détruire l'Iran. Peu leur importe qui prendra la relève ou qui dirigera le pays. Ils veulent simplement détruire l'Iran et le briser autant que possible. Exactement. Quelle est votre compréhension de ce qui se passe en termes de stratégie de ces acteurs, les Iraniens, les Américains et les Israéliens? Je pense, comme vous le dites, que les objectifs iraniens me paraissent assez clairs. L'objectif le plus important est de mettre fin à ce processus. Je crois qu'Aleva l'a dit. Vous savez, conflit, puis négociation, puis retour à la guerre, puis une autre trêve, puis encore la guerre. Cela a été épuisant et usant, surtout pour les Iraniens ordinaires. Pas les élites, mais les gens du peuple. Car l'usure que subit l'Iran dure depuis environ 47 ans. L'objectif est donc de rendre impossible à quiconque d'envisager une autre guerre avec l'Iran après celle-ci. Celle-ci devrait être suffisamment persuasive pour qu'il n'y ait pas une autre guerre de suivi, qu'il n'y ait pas une pause, puis 3 ans plus tard, un nouveau conflit avec Israël menaçant à nouveau et les États-Unis menaçant encore l'Iran. Il faut donc que ce soit une guerre qui atteigne cet objectif. Je pense que c'est un premier point. Lié à cela, évidemment, la guerre ne peut se terminer que par une levée complète des sanctions, le retour des avoirs gelés à l'Iran et la compréhension que c'est fini, que c'est la dernière guerre dans ce contexte. Après cela, l'Iran sera libre de poursuivre sa propre destinée. Je pense qu'il y a aussi pour l'Iran quelques objectifs secondaires. Les objectifs secondaires consistent à éliminer complètement les forces et bases américaines hostiles de la région, de manière à ce qu'elles ne puissent pas revenir. Je veux dire, la destruction de leur infrastructure militaire est telle que, eh bien, vous savez, regardez les radars qui ont été détruits sur la base d'Al-Udeid. Rien que cela a coûté plus d'1 milliard de dollars. Il y en a eu, je crois, 5 des modèles différents, pas tous au même prix,
mais au moins 5 radars. Le problème n'est pas seulement le coût. Les Américains eux-mêmes disent qu'il leur faudrait entre 5 et 8 ans pour les remplacer, en raison de problèmes liés aux chaînes d'approvisionnement, aux terres rares et à tous les matériaux dont ils ont besoin de la Chine pour y parvenir. Donc vous savez, je pense que c'est bien là l'objectif, faire cela. Et je pense que l'objectif secondaire est de confier à l'Iran la responsabilité de l'architecture de sécurité du Golfe Persique, ainsi que de l'architecture des corridors destinés à l'approvisionnement et au transport de l'énergie. Si cela est accompli, alors bien sûr, je pense que cela implique un changement complet dans la posture politique des États du Golfe. Si l'on prend un pays comme les Émirats arabes unis, ils dépendent entièrement du détroit d'Ormuz. Certes, il y a le port de Farsha, près d'Oman, mais l'Iran a déjà attaqué un navire qui tentait de charger et a tiré un missile auparavant. Et toute leur nourriture passe par Ormuz. Il leur est donc très difficile, il leur est très difficile de persister dans cette ligne d'hostilité envers l'Iran. Il y aurait donc un changement stratégique assez important à cet égard. Alastair, veux-tu boire une gorgée d'eau? Je pense que ça t'aidera. Je ne suis pas sûr d'en avoir. D'accord. D'accord, merci, désolé. Sorry. Non, non. Et Alastair, tu as mentionné la stratégie de ces pays qui ont leurs propres agendas, l'agenda militaire, l'agenda du renseignement. Mais jusqu'à présent, à quel point l'opération est-elle réussie? À mon avis, l'agenda de l'Iran est de survivre aux attaques d'Israël et des États-Unis. Alors comment s'en sortent-ils en termes de survie, d'attaque et de riposte contre les États-Unis? Parce que l'objectif principal en ce moment, c'est que les États-Unis ne puissent pas rester dans le Golfe Persique. Ils veulent que toutes ces bases soient démantelées. Ils ne peuvent pas supprimer le siège de la CIA, mais ils peuvent retirer physiquement ces systèmes radars et d'autres éléments importants pour le système de défense aérienne d'Israël. D'un autre côté, ils demandent aussi, comme tu l'as mentionné, des sanctions. Ils ont actuellement un atout de négociation avec Israël à propos du détroit d'Ormuz. Alors, selon toi, comment cette guerre évolue-t-elle d'un niveau à un autre? Eh bien, c'est parce que je pense que nous concevons la guerre différemment, selon des termes plutôt classiques et occidentaux, une force militaire massive, des bombardements en particulier, ou le tir de missiles de croisière sur l'Iran, censé soit modifier le sentiment des Iraniens, soit endommager leurs infrastructures. Mais si vous vous souvenez, cela n'a pas fonctionné. Vous savez, lors du bombardement de Belgrade en 1999, on avait dit à Clinton que ce serait une courte campagne de bombardement durant 3 ou 4 jours, puis terminée. Elle a duré 3 mois. Elle a mobilisé 1 millier d'avions et environ 38 000 frappes distinctes pendant cette période. Et qu'est-ce que cela a accompli? Cela n'a pas détruit l'armée serbe. Quelques chars ont été détruits, mais cela n'a pas changé le calcul. On dit que le gouvernement est tombé. En réalité, il est tombé plus tard pour d'autres raisons. Mais c'était essentiellement la même position qu'ils auraient pu avoir au début de la guerre, celle qui leur a été proposée à la fin du conflit. Il y a donc cette immense illusion que ne partagent pas beaucoup de hauts responsables militaires à Washington ou au Pentagone, selon laquelle les bombardements sont devenus le recours habituel, la sorte de réponse automatique de l'Occident durant cette période, mais ils n'ont jamais permis d'atteindre les objectifs recherchés. Donc l'Iran, enfin,
vous savez, depuis 2003, depuis la première guerre d'Irak, a vu ce qui s'est passé à Bagdad, le choc et l'effroi provoqués par l'Amérique, les bombardements massifs, la destruction du commandement centralisé de Saddam Hussein. Ils ont vu cela et se sont dit, eh bien, que faisons-nous face à ça? Parce que vous savez, il est impossible de construire une force aérienne capable de rivaliser avec la puissance aérienne américaine. Nous ne pouvons pas y parvenir. Nous ne pouvons pas non plus mener une guerre navale, selon les termes occidentaux classiques. Des cuirassés s'affrontant, des porte-avions et tout le reste. Alors ils ont fait ce qui semblait évident. So they did the obvious, and they said, so what we want to do is, Et ils ont dit, donc, ce que nous voulons faire, c'est, ils ont une force aérienne à peu près équivalente. Ils n'ont pas la supériorité aérienne pour le moment. Ils peuvent avoir une certaine supériorité dans certaines régions d'Iran, mais pas dans l'ensemble. Donc la décision iranienne, telle que je la comprends, a été « Nous n'avons pas de force aérienne et nous n'allons pas essayer d'en construire une équivalente. Nous allons protéger nos infrastructures contre les attaques aériennes en les enterrant. Tout est souterrain, aéroports, tunnels de missiles à 90 mètres de profondeur, hors de portée des bombardements, dissimulés. » Et puis, dans le cadre du processus de dispersion du commandement, tout cela a été réparti à travers l'Iran, un pays de la taille de l'Europe occidentale. De profonds silos, entièrement autonomes, avec pour consigne de pouvoir continuer à fonctionner même si le commandement central était décapité, comme ce fut le cas à Bagdad en 2003. Ce serait comme une machine. Une fois l'interrupteur enclenché, elle continuerait simplement à tourner, car chacun de ses commandants disposait d'une autorité préétablie pour agir de sa propre initiative selon les instructions reçues avant la guerre. J'ai d'ailleurs vu cela se mettre en place lorsque j'étais au Liban en 2006. Et c'est le Hezbollah qui l'a expérimenté pour la première fois. Chacune des différentes zones, des unités militaires, si vous voulez, avait ses propres instructions pour la tâche qui lui était assignée. Et ces instructions continuaient d'être appliquées même en cas d'effondrement total des communications ou du commandement. Elles coopéraient avec la section voisine, derrière ou à côté, mais pas avec Beyrouth. Elles ne demandaient pas d'instructions à Beyrouth, car elles savaient déjà ce qu'elles devaient faire si Beyrouth était rasée. C'était très efficace. Je me souviens que tout le monde disait « Oh, vous savez, la plus grande force aérienne de la région, la plus moderne qu'ils aient. » Mais ils ont épuisé leur cible en environ une semaine. Ils pensaient que leur frappe durerait plus longtemps, mais ils sont tombés à court. Toutes les cibles étaient censées avoir été touchées, et pourtant, le Hezbollah continuait de tirer des missiles, de se battre encore. Et lorsque leur banque de cibles s'est épuisée, ils ont commencé à frapper des maisons et des civils partout. Ils devaient continuer à viser même lorsqu'il n'y avait plus de cibles militaires. Une grande partie consistait simplement à frapper des leurres et des decoys que le Hezbollah avait disposés au sol pour ressembler à des lanceurs. Ils pouvaient retirer un lanceur en moins d'une minute et le cacher sous terre. Et vous savez, tout le monde disait « Oh, eh bien, le Hezbollah est en train d'être vaincu. Israël gagne, il gagne. » Mais après 33 jours, c'est en réalité Israël qui a demandé un cessez-le-feu et a dit « Nous devons arrêter cela. » Et vous savez, le Hezbollah a gagné et il est toujours là. Il prouve maintenant être, il bombarde vraiment le nord d'Israël avec des roquettes et des attaques. Et ils ont changé. Ils sont passés à une stratégie asymétrique. Personne ne sait qui dirige la branche militaire, qui est le commandant. Ils n'utilisent plus de communication, ni de téléphone portable, ni rien de ce genre maintenant, après l'affaire des Pagés. Et Israël lui-même dit
Nous n'avons plus aucune visibilité sur le Hezbollah. Ils sont revenus aux anciennes tactiques, attaquer puis disparaître. Donc il y a une attaque, Israël subit des pertes et ensuite ils s'évanouissent. Ils ne sont plus là pour que l'aviation arrive et détruise tout. Ils sont partis. Nous avons donc une guerre asymétrique en cours et les Houthis pourraient s'y joindre. Et nous l'avons aussi en Irak, avec les Assad qui attaquent, notamment autour d'Erbil et dans cette zone où l'Amérique a une position très forte. Et regardez ce qui est arrivé à la zone verte, où les Américains ont dû évacuer. Je pense que c'est soit la plus grande, soit la deuxième plus grande ambassade qu'ils ont dans la région. Nous sommes donc dans une guerre asymétrique, et il est par conséquent impossible d'établir une sorte de bilan qui ait un sens. Vous savez, oh oui, l'Amérique et Israël ont tiré tant de missiles de croisière sur l'Iran. Mais quel est l'effet? Le système de commandement a-t-il été détruit? Non, à cause de la doctrine mosaïque, qui a consisté à diffuser et à disséminer le système de commandement entre de nombreuses autorités différentes, avec des personnes disposant de leur propre structure de missiles, de leurs propres armes et de l'autorité de les utiliser comme elles l'entendent en cas de mort ou d'assassinat d'un dirigeant suprême. Et c'est exactement ce qui s'est produit lorsque le dirigeant suprême a été tué ce samedi matin. En moins d'une heure, toute la structure avait commencé à attaquer les bases américaines dans le Golfe. Donc vous voyez, c'est une guerre différente, et les Occidentaux ont beaucoup de mal à la comprendre. Ils sont tellement habitués au choc et effroi, de gros bombardements, des interventions rapides, des opérations courtes, vite terminées, et c'est tout. Chaque fois qu'on demande à Donald Trump quand il compte mettre fin à la guerre, il répond « Quand je le déciderai, je pourrai y mettre fin ». Mais un nouvel article de Politico, Alastair, affirme que les alliés de Trump craignent que l'Iran ne soit en train d'échapper au contrôle du président. Ils disent que les Iraniens détiennent désormais les cartes et que finalement, peu importe ce que Donald Trump pense du conflit, car ce n'est plus entre ses mains d'y mettre un terme. D'un autre côté, vous avez évoqué une stratégie asymétrique de la part des Iraniens qui aurait d'une certaine manière modifié jusqu'à présent les conditions de l'engagement. Comment percevez-vous l'escalade dans cette direction? Car aux États-Unis comme en Israël, beaucoup soutiennent que l'envoi de forces terrestres pourrait peut-être changer la donne sur l'ensemble du champ de bataille. Je pense que la plupart de tout cela est absurde. Je veux dire encore une fois, dans une guerre asymétrique, vous savez, l'Iran a une petite marine, mais il n'a pas de frégate, de cuirassés ou quoi que ce soit de ce genre, parce que ces engins sont vulnérables et faciles à cibler. C'est pour cela que les groupes de porte-avions restent à près de 1000 km des côtes iraniennes. Ils savent à quel point ils sont vulnérables. Ils ne s'approchent pas davantage de l'Iran. Mais ce que nous voyons, c'est que le contrôle de l'Iran sur le détroit d'Ormuz dépend de plusieurs facteurs. Tout d'abord, le contrôle du tir, non pas depuis les zones côtières, mais depuis des positions situées en retrait. Le contrôle de l'artillerie. Mais il y a aussi, si vous voulez, des drones sous-marins, des torpilles manœuvrables, directionnelles, extrêmement rapides qui se déplacent dans l'eau à une vitesse impressionnante. Et puis il y a les drones de surface, ces vedettes rapides. Je pense que l'Iran en possède des centaines, chargés d'explosifs et dirigés à distance. Ils peuvent zigzaguer en s'approchant d'un navire. Nous avons vu l'effet que cela peut avoir sur un pétrolier américain qui a pris feu. Alors, vous voyez que faire? Si vous essayez d'envoyer une frégate américaine ou européenne pour escorter ces navires, elle est totalement vulnérable face à une petite vedette remplie d'explosifs qui la percute soudainement, et elle sera détruite.
process and they will be destroyed. What's the answer to that? There's no very easy answer to the Quelle est la réponse à cela? haven't seen those Il n'y a used pas de réponse très simple à ces systèmes sous-marins. Nous ne les avons pas encore vus utiliser, mais ils existent. Donc, il y a la menace sous-marine, et puis vous savez le point médian, et l'Iran fait passer la navigation par ce point médian, pas par les autres zones près de ces îles, et d'environ 21 kilomètres. Donc, vous voyez, cela se trouve dans un champ de tir. Mettre des troupes au sol, c'est absurde. Enfin, vous pouvez me corriger si je me trompe, mais l'étendue du littoral iranien le long du détroit d'Ormuz et dans le Golfe est d'environ 2000 kilomètres. to the Gulf is something like 2,000 kilometers. D'accord. So, you're going to send 2,500 troops there. Donc, vous savez, vous allez envoyer 2500 soldats là-bas. Cela signifie en gros un soldat par kilomètre. Autrement dit, il faudrait des forces bien plus importantes pour cela. Donc je ne pense pas, je sais qu'on en parle. Et l'autre point, bien sûr, c'est que ce serait une véritable ligne rouge pour la base des partisans de Trump. Ils n'aiment pas le fait que malgré la promesse qu'il n'y aurait pas de nouvelle guerre au Moyen-Orient, c'est ce qu'ils obtiennent. Mais dès qu'on parle de bottes sur le terrain, pour la base, c'est une ligne rouge. Si Trump veut perdre à la fois la Chambre et le Sénat et finir destitué, c'est à mon avis la voie à suivre, en envoyant des troupes sur le terrain. Et puis, vous savez, on ne peut pas, encore une fois, les gens n'y pensent pas. C'est bien, les Delta Force ou les Marines, dans ce cas, vous les enverriez en Iran. You put them down into Iran. They wouldn't know what to do. They wouldn't know who's friendly. Je veux dire, ils ne sauraient pas quoi faire. Ils ne sauraient pas qui est amical, qui ne l'est pas, et ils ne connaîtraient pas les circonstances. Ils n'ont jamais combattu dans ce genre de conditions très différentes. Je pense que ce ne serait qu'un autre point de levier pour l'Iran dans ce cas. Cela ne permettrait certainement pas d'ouvrir la situation. Donc, en l'état, le détroit d'Ormuz, non pas bloqué, mais plutôt filtré, si l'on veut, sélectivement filtré, la situation économique va se détériorer. Je ne serais pas du tout surpris que les Houthis commencent à interférer avec les pétroliers qui essayent de se charger dans les ports saoudiens de la mer Rouge, dont le débit annuel est, je crois, d'environ 5 millions de barils par jour, si tant est que ce soit le cas. Mais je n'en suis pas sûr. Vous savez, je ne pense pas que les Houthis soient encore entrés en jeu, mais je crois qu'ils attendent simplement le bon moment, tout comme nous l'avons vu avec le Hezbollah. Il n'y a donc pas de solution facile à cette situation. Mais bien sûr, les exigences que j'ai mentionnées, la levée des sanctions notamment. Et d'ailleurs, l'une des demandes iraniennes, je crois, vous me corrigerez si je me trompe, mais je suis presque sûr que l'une d'elles serait le retrait des forces de Tsahal, de Gaza et des territoires palestiniens. Il y aurait aussi cela. Je veux dire, vous savez, l'Amérique, j'ai entendu un Américain dire « Qu'est-ce qui est inacceptable? Nous avons l'habitude de gagner. Comment pourrions-nous ne pas gagner ?» Et donc, je ne vois pas que la possibilité de sortir de cette situation relève vraiment du domaine de la politique pratique aux États-Unis en ce moment. Avant de conclure, Alastair, lorsque le désespoir atteint un tel niveau, beaucoup soutiendraient qu'Israël pourrait recourir à l'arme nucléaire contre l'Iran. D'un autre côté, avec les changements au sein de la direction iranienne après l'assassinat du guide suprême, l'Iran pourrait revoir sa politique en matière d'armes nucléaires afin de créer une forme de dissuasion. Quelle est votre analyse? Israël irait-il vraiment jusque-là? En utilisant des bombes nucléaires tactiques, voire une bombe nucléaire contre l'Iran? Et quelles en seraient les conséquences pour Israël et les États-Unis? Je veux dire, c'est possible.
Israël possède bien des armes nucléaires tactiques, et l'Iran en est parfaitement conscient. Elles se trouvent probablement à bord de l'un des 5 sous-marins qu'Israël détient et que les Allemands lui ont fournis. C'est possible, et je suis sûr que cela a été pris en compte dans le calcul iranien. Vous savez, il y a aussi Dimona. Et une autre chose que nous n'avons pas encore vue, mais dont je suis convaincu qu'elle existe, c'est la portée. Toutes ces armes qu'utilise l'Iran ont été soigneusement dosées, soigneusement conservées. Nous n'avons pas encore vu les plus puissantes, et nous ne savons pas ce qu'elles sont. And we don't know what they are. But I'm pretty sure Iran has other Mais je suis assez sûr que l'Iran possède d'autres armes que nous n'avons pas encore vues. Et nous avons compris, d'une certaine manière, grâce à la Russie, je ne fais pas une comparaison exacte, que le missile avant-garde russe, à certains égards, dépasse l'utilité, disons, d'une arme nucléaire. Vous savez, nous sommes dans une nouvelle ère. Il a l'avantage d'être très précis et de ne pas provoquer d'énormes dégâts collatéraux ni de détruire tout l'environnement. Ainsi, la capacité hypersonique représente un changement dans toute la structure militaire dont disposent les Russes. Je ne sais pas ce que possède l'Iran. Ils ont ménagé leurs ressources. Ils ont un plan, chasser l'Amérique de ses bases dans le Golfe. push America out of its Gulf bases. They have a second plan, another phase. Ils ont un deuxième plan, une autre phase. Détruire les radars, aveugler l'Amérique et les États-Unis, utiliser des leurres et des missiles, d'autres moyens de semer la confusion chez les Américains. Je ne vois pas, je n'ai pas vu, de véritables signes que les Américains ou les Israéliens, enfin, ils parlent de lancements mobiles, mais je ne les ai pas vus, et il serait très difficile de les trouver. Je ne pense même pas qu'ils sachent où se trouvent les silos de missiles profondément enfouis. Ils sont dispersés sur cet immense territoire, qui est montagneux et couvert de grandes forêts. Je veux dire, vous savez, c'est comme chercher des aiguilles dans une botte de foin. Je ne vois pas qu'ils aient réussi cela. Donc, je ne sais pas quelle serait la réponse à votre question, mais espérons que nous n'aurons pas à le découvrir, oui. But let's hope we don't have to, find out. Merci beaucoup, Alastair, d'être avec nous aujourd'hui. Un grand plaisir, comme toujours. No, Non, c'était le mien, pas le tien. Merci de m'avoir invité. thank you for inviting me. Merci, Alastair.